où le danger est bien avant qu'il tombe. Et nous allons explorer ceci ensemble. La protection primaire attaque les problèmes à la racine pour pouvoir comprendre quelles sont les retombées de la violence. Évidemment, tous les enfants sont les cibles et non seulement un individu spécifiquement. Dans ce type de prévention, un sous-groupe d'enfants peuvent être ciblés. Un exemple de ceci est par exemple avec les ONG, dans leurs sessions de renforcement des familles, dans les camps de renforcement, les camps de réfugiés, on voit ce problème. On voit que les interactions positives entre les membres permettent une meilleure prise de conscience et aussi un meilleur traitement entre humains, résultant un meilleur traitement de l'enfant. La prévention secondaire adresse les menaces et identifie les enfants comme étant des très hautes cibles. Au lieu de cibler un groupe d'enfants ou une sous-population, la prévention cible plutôt les enfants et les familles qui peuvent être victimes de ces menaces. Un exemple de celui-ci dans les organisations locales identifie par exemple une adolescente avec un handicap dans une maison avec parents seuls peut être la cible de violences sexuelles. Et donc, nous donnons des sessions de formation aux filles qui sont vulnérables. La troisième cible des enfants qui ont vécu ces violences et qui subissent les dommages collatéraux à long terme. Et nous voulons prévenir le retour de ces menaces, de ces expériences. Nous allons dans des camps de réfugiés, nous identifions et assistons les enfants déplacés qui sont séparés de leur famille et qui, par exemple, seraient pris en charge par une femme plus âgée. Cette assistance pourrait inclure un soutien psychosocial et des références vers d'autres services. L'adulte recevant le soutien et le soin est approprié à l'enfant souffrant ainsi qu'à l'adulte prenant soin de lui. Pour pouvoir en savoir plus en matière de protection de l'enfant et d'action humanitaire, visitez Child Alliance. Alors voilà, je vais revenir vers mes diapositives. Alors, c'était vraiment une petite introduction à la prévention et l'action humanitaire. Et ici, comme l'individu a dit, quand on parle de prévention, on veut voir les racines du problème dans le recrutement des enfants. Regardons les facteurs de risque et les facteurs de protection qui contribuent au recrutement des enfants. Mais comment se faire et quelle est la chose la plus importante à considérer dans les programmations de prévention? Premièrement, c'est d'identifier les risques et les facteurs qui contribuent à cet horrible résultat. Ce que nous avons à faire, c'est que nous avons mis dans le chat les risques premiers dans un contexte où vous mettez en fait dans le chat quels sont les premiers facteurs de risque par rapport à la sécurité de l'enfant, ou plutôt les facteurs de risque au recrutement. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Je vois des gens qui écrivent déjà comme l'inégalité économique et beaucoup plus, le manque d'accès à l'éducation. On va le voir à travers l'organisation. On sait qu'il y a des risques communs de protection que nous pouvons trouver dans plusieurs contextes, mais il est important de regarder aux risques précis à notre contexte. Non seulement ça, mais regardez les différents risques et les facteurs dans un contexte sociologique précis. On voit ici que nous avons trouvé durant la revue que nous avons fait ça pour développer justement notre cadre de travail. Alors, pour vous donner des exemples, un des facteurs protecteurs, lorsqu'on parle du niveau de l'enfant, un sens de
un sens de l'estime de soi, et de l'efficacité. On regarde la famille, la communauté, la société. Maintenant, dans tout contexte, les enfants peuvent être plus ou moins vulnérables, mais lorsqu'ils sont exposés à un plus grand niveau de risque, versus la protection, ils auraient justement tendance à être plus recrutés. Et donc, on va voir dans la vie de cette personne que justement, elle serait plutôt vulnérable à ce recrutement. Donc, il faut aller voir vraiment quels sont les risques par rapport à ça. Quoi faire après avoir identifié les facteurs? Il est très important de comprendre quels sont les risques premiers. Qu'est-ce qui pousse les enfants dans le recrutement? Quels sont les facteurs premiers qui protègent ces enfants pour pouvoir comprendre non seulement ces facteurs, mais comprendre ceux sur lesquels il faut travailler pour mitiguer justement les facteurs de risque. Ce que vous avez vu avant, par exemple, hein, on parle d'un cadre de travail socioculturel ou socio-économique. Il faut avoir des facteurs qui, si sont adressés, pourront avoir un effet positif sur le recrutement, réduire le recrutement, augmentant le bien-être de la communauté et l'estime de soi de cet enfant. Mais quoi de plus quand on parle des facteurs de protection? Il est très important. Quand on parle ici de l'impact. Quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs ayant un grand impact sur la protection? Et d'un autre côté, nous avons aussi voulu analyser les risques de protection par la visibilité. On a regardé les ressources que nous avions et qu'est-ce que nous pouvons faire avec celles-ci. Vous allez voir, par exemple, des facteurs, par exemple, qui ont un très grand impact sur le recrutement, mais il sera très difficile d'adresser le sujet physiquement. Et donc, nous voyons ici deux axes et nous voyons justement cet extrême dans le cadran A. Dans votre liste, vous voyez ici qu'il y a des taux de faisabilité qui sont assez faibles hein, dans le cadran B et le cadran C. Et finalement, vous allez avoir des facteurs qui, en les analysant, il se révélera que nous avons un très haut impact sur la prévention, mais également, c'est quelque chose qui a une faisabilité parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, vous voyez dans le D et le C, vous avez des ressources, vous pouvez travailler avec des partenaires et différents secteurs, ainsi que des acteurs de la communauté en termes de défense. Alors, quels sont les facteurs que nous voulons adresser? Par exemple, si vous deviez choisir parmi ces 4 cadrans de A à D, lesquels choisiriez-vous pour travailler? Ou lequel vous concentriez-vous vos activités? Alors, lequel des cadrans vous intéresse? Et vous pouvez mettre la lettre dans le chat. Alors, le cadran D, vous voulez développer une stratégie qui adresse les risques et qui présente ces facteurs qui ont un haut impact physique et un haut impact moral, mais aussi en termes de faisabilité, assure du succès. Alors, quelle serait l'étape d'après? Il faut développer une théorie contextualisée ainsi qu'une des stratégies de prévention. On parle d'un outil vous permettant d'identifier les activités et vous permettant de voir un résultat. Donc, des activités qui vous permettent de faire une cause à effet et de voir les relations entre un pas et le résultat.
Nous avons décidé de travailler ensemble, de mettre des activités qui mettent l'emphase sur l'autonomisation des jeunes, sur l'obtention d'aptitudes, sur un plan familial et ainsi que sur un plan communautaire. Nous voulions aussi empêcher les enfants d'être recrutés dans des groupes armés parce que nous avons déjà vu qu'une mauvaise relation avec, euh, avec un adulte qui prend soin d'un adulte est un grand risque menant au recrutement des enfants et affectant le sens, le sentiment de bien-être et aussi d'estime de l'enfant et aussi à son sentiment d'appartenance à la communauté. Et il faut protéger les enfants de ça. Vote for response and prevention programming En termes is de réponse et de programmation, very much contextualized, nous savons que le changement doit être contextualisé. Il faut regarder les facteurs et choisir ceux qui ont un impact élevé. Les virages que nous présentons sont ceux qui ont fonctionné à plusieurs niveaux. Par contre, il faut être capable de sélectionner ceux, d'après votre contexte, qui fonctionneront pour votre communauté. Et évidemment, vous devrez vraiment bien identifier les risques et les facteurs. Et en identifiant ceux-ci, il faut les mettre en degré de gravité. Une autre considération, lorsque vous développez votre cadre de travail de protection, vous devez vraiment vous devez consulter des praticiens, vous devez également aller voir d'autres acteurs, mais bien faire votre analyse pour pouvoir identifier les bonnes pratiques qui vous permettent d'avoir une prévention efficace et une programmation optimale. Alors, par exemple, on commence ici au numéro 1, identifier les risques et les facteurs protecteurs. Quels sont les éléments? Ou le deuxième, on travaille à d'autres niveaux. Et on travaille sur le plan socio-écologique. 3, on utilise une approche multisectorielle pour avoir des retombées optimales. Donc, il faut vraiment calculer le risque. Il faut mesurer les choses avant qu'elles arrivent. Il faut les prévoir. Par exemple, les activités. On voit vraiment des virages. On voit une chute de certains des risques. Certains de ces risques s'atténuent. Par exemple, numéro 5, on voit ici utiliser une approche basée sur les forces. Donc, il faut identifier celles-ci. Il faut aller identifier les ressources qui sont disponibles. 6, il faut faciliter l'autonomisation de la communauté. Il faut que l'enfant soit au centre des activités et que tout soit inclus. Et évidemment, créer des ponts quant aux partenaires humanitaires ou créer des ponts entre les partenaires humanitaires. J'ai souligné ici ce que vous voyez en jaune parce que dans un développement de programme dans la communauté ou avec une approche multisectorielle, on voit qu'il y a vraiment du résultat. Le numéro 6 ici décrit un soutien de la communauté afin qu'ils puissent protéger les enfants. De l'autre côté, vous devez reconnaître que souvent dans un contexte de conflit, les communautés et leur communisme et les communautés et leurs mécanismes sont souvent réduits et affaiblis. Alors, il est important d'analyser la situation de la communauté, les mécanismes présents, comprendre comment cette communauté peut protéger ses enfants, qui sont les personnes ayant de l'influence et comment donner du levier à ces mécanismes existants. Le second principe que je veux souligner, c'est vraiment de travailler avec une approche holistique. Ce n'est pas une approche clé seulement, mais ce sont quelques approches ensemble qui vont vraiment aller viser l'enfant ciblé.
Il faut collaborer, avoir des partenariats avec d'autres secteurs parce que la prévention et la protection de l'enfant relève de la responsabilité de tous. Et pour revenir aux risques qu'on avait identifiés en haut, par exemple, nous avons dit qu'un risque qui peut apporter au recrutement, c'est un manque d'éducation ou le manque d'opportunités ou accès aux services, qui sont tous des facteurs nous affectant. Alors, les acteurs communautaires vont jouer un grand rôle quant à la construction de ces partenariats avec les autres secteurs pour adresser ce sujet. Et si peut-être que ce n'est pas possible en termes d'intervention, peut-être qu'il y a encore du travail à faire quant au renforcement de la défense de notre cause, mais encore travailler avec différents secteurs et la prise de conscience des secteurs avec qui nous voulons travailler relève de notre responsabilité. Alors, quelques informations pour fermer cette présentation. Pour vous dire, vous pouvez trouver l'information que je vous ai présentée. Vous pouvez aller sur notre site web de l'Alliance, sur la page de la prévention. Vous pouvez trouver des documents clés quant à la prévention. Par exemple, une revue, le cadre de travail avec ses annexes et avec aussi des pratiques qui vous aident à identifier les facteurs de protection ou de risque qui vous permettra d'analyser une situation donnée. Mais je veux aussi souligner le travail de la CAFA où vous trouverez des chapitres précis quant à la prévention et des programmes vous permettant d'adresser la protection de l'enfant soldat. Et je vais arrêter ici, mais je suis très heureuse de répondre à toute question qui surviendrait, ou plutôt qui surgirait. Voilà. Merci beaucoup, Chiara. Merci pour cette excellente présentation. Alors ici, c'est Giovanna. Je vais me présenter encore. Je travaille avec le groupe de force de la CAFA. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Après cette présentation de Chiara, nous avons maintenant l'opportunité d'écouter 3 panélistes de 3 organisations différentes qui vont nous parler de la manière dont ils ont identifié et comment ils ont adressé le risque pour accroître la portion de protection. Alors, je vais présenter ici, c'est Marinella Fuentes, une avocate pour l'Institut de la paix et de la sécurité des enfants. Marinella, bonjour. Alors, vous allez nous parler de votre projet de connaissances, de nouvelles connaissances qui permettant à travailler sur un nouveau modèle de protection pour les enfants. La seconde personne est Juan José Castellanos, gérant de programme de protection de l'enfant au Colombia. Ils se sont concentrés beaucoup sur justement le recrutement des enfants soldats. Et Juan va nous parler de l'approche de leur organisation afin de comprendre les facteurs de risque et de protection. Bonjour Juan, merci d'être avec nous. Finalement, notre autre panéliste est Denis Ewere, directeur exécutif du Centre de protection de l'enfance au Nigeria. Il travaille sur la prévention et d'autres types de sujets quant à la protection. Nous n'entendons pas souvent votre approche et donc bienvenue. Nous allons demander à nos 3 panélistes des questions et je veux aussi mettre l'emphase sur la contrainte du temps. Donc, si vous voulez respecter l'emploi du temps, je vais vous laisser 3 minutes pour répondre aux questions. Je vais commencer avec Marianella. Marianella, bonjour. Pouvez-vous nous parler des risques, des facteurs de risque et de protection que
que vous adressez avec votre projet. Hello, everybody. Thank you for the Bonjour tout le invitation. monde, merci pour l'invitation. Description, so I Je suis d'accord avec la description et je comprends aussi la contrainte du temps, alors je vais essayer de respecter le temps. La recherche a démontré que la violence armée augmente considérablement la vulnérabilité des enfants au recrutement et à l'utilisation par les groupes armés. L'exploitation des enfants et leur exposition à la violence peuvent augmenter la probabilité qu'ils adoptent des comportements violents à l'avenir. Le recrutement d'enfants est complexe, tout comme sa prédiction. Nous ne contentons pas seulement de faire des prévisions, mais nous essayons également d'améliorer des praticiens sur le terrain et des universitaires. Et ceux qui sont dans un environnement. Il nous faut comprendre quelles sont les données spécifiques quant au recrutement des enfants, alors que nous savons que pas tout le monde dans le système donne des données probantes. L'Institut a créé le premier modèle de prédiction combinant des facteurs montrant le risque de recrutement de l'enfant. En comprenant, par exemple, ces facteurs, ceci nous permet de développer des actions collaboratives contre l'escalation de la violence. Ce faisant, la protection de l'enfant s'est augmentée. Le programme est développé pour surveiller, pour être à jour des informations quant au recrutement de l'enfant. Nous avons identifié des partenaires globaux nous permettant d'identifier les facteurs qui augmentent ou qui réduisent le recrutement de l'enfant. Nous surveillons en gardant en tête l'historique des groupes armés de nos pays, leurs actions, leur manière de recrutement, pour pouvoir justement trouver des méthodes pour contrer leurs actions. Nous le faisons et le résultat est que nous avons beaucoup plus de connaissances nous permettant de prévenir certaines choses. Nous comprenons le comportement des recrutements, leur manière de faire. Si nous nous gardons à l'affût de leurs techniques, nous sommes capables de développer des techniques pour protéger les enfants de leurs tactiques. En 2020, nous avons lancé notre premier modèle dans la région de Mozambique. Notre recherche, travaillant avec des experts sur place, a démontré qu'il y avait des preuves de recrutement et d'utilisation des enfants à des fins militantes. À travers notre travail de défense, nous avons pris une entente avec le ministère, l'UNICEF, résultant à la signature du Mozambique en 2021 de la protection des enfants. L'Institut a entraîné les acteurs du Mozambique afin qu'ils puissent mieux identifier les dangers et accroître leur capacité de protection et accroître leur capacité d'intervention. You've done great. Thank Alors, you so voilà, merci beaucoup d'avoir bien gardé le temps et merci pour cette contribution importante. Et nous allons vous revenir pour vous poser plus de questions quant à l'application du modèle au Mozambique. Et maintenant, je vais demander à Juan les mêmes questions. Juan, quels sont les risques et les facteurs de protection que vous avez identifiés avec votre projet? Merci. Je veux seulement vous donner un petit contexte d'avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec les communautés
indigènes, autochtones de Colombie. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs de risque, mais des facteurs de risque que nous ne pouvons pas adresser avec notre organisation, mais ceux pour lesquels nous pouvons faire de la défense. Également, une chose que je voulais mentionner, c'était que nous sommes encore en apprentissage et nous créons des liens avec ces communautés pour comprendre vraiment les facteurs et aussi avec une approche de genre pour que nous comprenions vraiment tous ces facteurs. Alors, la première chose qu'on a identifiée à travers le programme a identifié une perte de connexion entre l'enfant et l'adolescent à leur communauté. Et on fait référence à l'identité, comment ils perdent leur identité traditionnelle, comment ils ne se sentent pas connectés à leur culture. Et on a vu ça non seulement dans les communautés, mais on l'a nous-mêmes identifié comme facteur de risque. On voit qu'il y a aussi une détérioration des relations intergénérationnelles. Les enfants et les adolescents ne discutent pas assez avec les adultes, ils se comprennent très peu. Une détérioration du tissu social. Ces communautés ont un manque de confiance envers les autres communautés autour d'eux, ce qui engendre des conflits. Et pour nous, on a vu aussi que l'inégalité, ou plutôt le manque d'accès aux services, était un grand problème et un qui nous touche beaucoup. Et pour nous, vraiment, on voit ce qui est très difficile pour nous de voir, pour eux qu'il y a un manque de visualisation quant au futur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'espoir quant au futur. Et les enfants ne se sentent pas aussi valides, il y a un manque de confiance envers les groupes de défense. Il y a une présence des gangs, des fermiers, et donc il y a une violence entre eux. Et donc, il y a un manque de connexion entre plusieurs acteurs et ceux qui protègent l'environnement. Souvent, les communautés autochtones sont entre eux, mais ne communiquent pas avec d'autres associations. Ils s'isolent. Et surtout, autour, on a toutes les compagnies minières qui causent beaucoup de destruction. Lorsque nous voyons une communauté forte et une communauté qui a de fortes relations, nous savons que le risque de recrutement est faible. Nous essayons d'augmenter la communication pour mitiguer ces risques. Une communauté qui s'intègre, qui se fait confiance, qui a des bons liens entre elles, est une qui est forte et qui, pour nous, est signe et bon augure quant à la prévention du recrutement. Si les adolescents et les enfants ont cette perspective, ont une perspective du futur qui est positive, où ils se sentent inclus dans ce futur, ils sont motivés et contribuent à leur communauté et contribuent même à leur propre protection. Merci beaucoup. C'est très intéressant, c'est une approche absolument intéressante. Et identifier les risques, les facteurs de risque et les protections, tout ça est très bien, mais l'idée, la portion de prévention est très intéressante. Je vois des similarités dans la manière dont vous travaillez et je vois des similarités avec notre prochain panéliste. Dennis, pouvez-vous nous parler des risques et des facteurs de protection que vous adressez avec votre programme? Merci. Alors, nous essayons de travailler vraiment sur un plan local. Alors, les facteurs de risque, nous avons essayé d'aller vraiment viser des programmes très, très précis quant à l'abus de substances. On organise des réunions de dialogue constructif et interconfessionnel ainsi qu'interethnique pour les religieux, les chefs de communauté, les femmes et les jeunes leaders au niveau de la communauté sur la manière dont ils peuvent influencer positivement leurs adeptes. Et donc, nous parlons de l'abus de substances, les dangers de celui-ci,
Et nous parlons des risques aussi, des facteurs de risque qui peuvent amener l'abus de substances, les menant vers un recrutement. Alors, nous essayons de prévenir les jeunes de cet abus de drogue. Et c'est une chose sur laquelle nous mettons beaucoup d'énergie et nous développons des stratégies de prévention. Nous travaillons vraiment sur un plan local et utilisons les acteurs de la communauté parce qu'ils sont ceux-ci des portes d'entrée puissantes. Et les leaders ici sont importants car ils sont des exemples pour ces enfants, car les enfants regardent les adultes agir. Nous devons parler de tolérance religieuse, de tolérance interculturelle pour avoir une cohabitation pacifique, pour qu'ils comprennent que nous avons des différences dans nos manières de vivre et dans nos manières de penser, mais que cette pluralité peut offrir une unité, c'est-à-dire dans tout ça, on peut être ensemble. Alors, ces facteurs sont des facteurs petits, mais très importants, sur lesquels nous mettons de l'énergie. Alors, je vais terminer et vous laisser sur cette dernière pensée. Merci, Denis. Un moment de voir, de mettre l'emphase sur la communauté, et des interventions directes sont critiques quant au renforcement de la cohésion de ces communautés. Je crois aussi que cette approche sera le sujet de la prochaine question, parce que moi aussi, je suis très curieuse de savoir quel est le rôle que les footballeurs jouent dans ce dialogue. Et aussi les religieux. Donc, tout ça est intéressant. Merci beaucoup. Je vais aller vers la prochaine question pour les panélistes. Et ensuite, nous pouvons avoir une réflexion ainsi qu'une session de questions-réponses. Je vais poser la question et ensuite, je vais demander à nos panélistes de répondre un après l'autre. Je suis curieuse. Quels étaient les résultats de vos interventions quant à la prévention du recrutement? Et avez-vous vu des changements dans vos communautés? Et si vous avez noté ceux-ci, quels sont ces changements? Marianella, merci. Je voulais mentionner différents aspects qui sont expérimentés ici dans nos communautés. Le changement qu'on a vu, ou ce qu'on présente maintenant, on voit que le monde parle de prévention au lieu de protection. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est une manière plus proactive qui nous permet vraiment d'aller arrêter, ou plutôt vraiment atténuer le recrutement des enfants, atténuer cette violence. Et donc, nous avons cette conversation et ces conversations ne tournent plus autour de comment protéger l'enfant, non, comment prévenir les choses et comment utiliser les outils à notre disposition en communauté. Par exemple, en 2017, nous avions des gens qui étaient un petit peu bien touchés par la cause. Sauf qu'après, il fallait avoir quelque chose de plus concret. Et donc, nous avons justement eu cette opération en 2017 avec les Nations unies. Nous avons été signataires qui eux-mêmes, tous les signataires ensemble, se sont assurés, une centaine de pays en 2017 ont signé les principes de Vancouver. L'Institut Dallaire est un leader mondial et un expert en matière pour ce qui est de la prévention du recrutement.
Alors, en 2017, plus de 100 pays ont signé le principe de Vancouver pour renforcer les cadres normatifs et protéger les enfants dans les conflits armés et rendre opérationnelle la protection des enfants dans le cadre des opérations de maintien de paix de l'ONU. En reconnaissant les défis uniques posés par le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits, les gouvernements signataires s'engagent à veiller à ce que tous les soldats de la paix, militaires ou policiers et personnels civils, reçoivent la préparation nécessaire pour prendre des mesures appropriées et préventives. Il se trouve que, à travers nos processus, nous avons décidé de prioriser la prévention et nous avons essayé de développer une approche ayant du succès. Donc, nous ne travaillons plus d'une seule manière, nous travaillons d'une manière qui soit adaptée aux communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous initions des contacts avec les acteurs principaux qui eux-mêmes pourraient avoir un impact positif sur la prévention. Donc, au Mozambique, nous avons un exemple percutant. Depuis septembre 2021, 103 membres du personnel de l'armée de Mozambique ont complété la formation de l'Institut Dallaire sur la prévention du recrutement des enfants. 33 enfants. Donc, c'est un programme qui a 33 points visant la surveillance du recrutement de l'enfant, et non seulement la surveillance de l'enfant, mais la surveillance de ceux qui les recrutent et comment ils le font. Nous continuons à entraîner, mais à un moment donné, nous voulons arrêter, nous voulons autonomiser l'armée de Mozambique afin qu'elle-même puisse continuer à former ses membres et que cette formation soit permanente. Voilà. Thank you. That's brilliant, Marinella. Merci, c'était brillant. J'espère que si vous avez des questions des participants, si vous avez des questions et on ne peut pas répondre à celles-ci aujourd'hui, vous pourrez nous écrire. Je vais mentionner l'endroit où vous pourrez poser les questions dans une minute. Maintenant, prenons les réponses de Juan. Juan, voulez-vous nous parler un petit peu du résultat et des résultats que vous avez vus dans le projet? Oui, je veux donner vraiment kudos et des félicitations aux programmes locaux qui nous ont aidés, et à l'UNICEF aussi qui nous aide dans ce programme. Ce que l'on a fait, c'est que nous avons adressé les codes sociaux et plutôt les systèmes pour pouvoir donner des approches de renforcement aux adultes ou à ceux qui sont en position d'autorité. Nous avons développé un programme, si on veut, de connexion entre différents acteurs en Colombie. Nous avons travaillé sur le support psychosocial et c'est aussi un point clé pour pouvoir améliorer l'estime de soi et les liens intergénérationnels. Également, améliorer les relations, les communications entre générations. Nous avons travaillé également avec les institutions gouvernementales qui visent justement le recrutement. Nous les avons outillés pour s'assurer qu'ils aient une bonne communication avec les communautés pour pouvoir assurer des mouvements ou plutôt des actions plus coordonnées et une meilleure fluidité de nos actions. Et dernière aussi, nous avons travaillé sur des initiatives dirigées par les jeunes ou dirigées par certains adultes, mais ils étaient basés c'était une saveur artistique. Bon, par exemple, ils pouvaient imprimer des t-shirts. Nous avons travaillé à travers l'art traditionnel, des initiatives sportives également.
Ce qui a changé, et ce qui nous rend heureux, parce qu'évidemment, on voit que notre travail porte fruit, nous avons trouvé qu'il y a une hausse du sentiment de protection, de sécurité, une hausse des relations, une amélioration des relations intergénérationnelles. Maintenant, ils ont l'impression que les adultes les aiment plus, qu'ils sont plus proches d'eux. Il y a une meilleure identification des endroits, une réduction des risques dans certains endroits et même un renforcement des capacités. Il y a aussi une meilleure perception des rôles que jouent les membres de la communauté. Et chacun des membres a vraiment l'impression de pouvoir mettre la main à la pâte et faire quelque chose. Ils ont une meilleure perception du futur, résultant à de meilleures actions en communauté, une meilleure motivation. Les jeunes impriment les t-shirts, essaient de financer leurs activités. Et au final, finalement, on aussi un meilleur sentiment, ou plutôt un sentiment accru quant à l'accès des services voués à la protection des enfants. Merci, désolée de vous courroucer. En dernier, mais non le moindre, si Danny, si vous voulez nous parler des virages ou des changements positifs ou négatifs que vous avez vus. Oui, les résultats que nous avons eus de nos projets et initiatives ont eu des impacts dans nos communautés très positifs. Non, ça réduit, c'est-à-dire ils se sont sentis soutenus. Il y a une réduction de la consommation de substances. Et ça, pour nous, c'est un grand progrès. Inaudible. Il y a une réduction inaudible. Nous avons vu une réduction également des conflits entre les jeunes. The entry of young people into violence gangs within those communities. Nous avons développé un programme des éléments aux communautés pour contrer ce recrutement, pour réduire celui-ci. Nous allons dans les écoles. Et avant de commencer nos programmes, nous prenons note des inscriptions scolaires pour aller voir comment nous pourrions justement recruter plus d'enfants à aller dans ces écoles. Conséquemment, ces inscriptions ont augmenté. Et maintenant, nous voyons des jeunes ayant une passion pour l'excellence, pour le succès, pour le dépassement, une passion pour changement dans nos communautés. Inaudible. Nous voyons aussi un programme que nous avons développé pour les leaders religieux, les leaders culturels. Nous engageons le dialogue. Nous créons des espaces de dialogue pour que les communautés puissent se sentir vivantes et elles se sentent vivifiées. Nos communautés se sentent ravivées, elles sont plus actives. Et nous allons voir les communautés pour savoir quelles sont leurs doléances, comment les aider. Nous rapportons les problèmes et restons en communication constante avec les membres de la communauté. Et donc, avant de commencer nos formations, je vais vous demander à propos du football, vous n'en avez pas parlé. Qu'en est du foot? Oui,
Oui, alors nous utilisons le football pour développer nos programmes parce que le foot est quelque chose de très attractif pour les jeunes. Ça les attire, ça permet aussi un bon moment où nous communiquons justement et parlons de l'abus de substances dans le plaisir. It's J'ai actually, I've mentionné seen le some foot parce que c'est similarities quelque also in chose, the approach using j'ai vu des Colombia and similarités outlined où les by gens, Juan in like how sport par activities can exemple, on have allait actually des very initiatives de sport en Colombie qui prouvaient justement qu'elle avait vraiment un rôle critique quant au soutien deterioration of the de social la fabric. communauté qui elle-même voudrait vraiment être plus cohésive et plus harmonieuse. Given us a little bit Merci beaucoup. overarching On idea nous a vraiment donné une idée plus générale de la manière of recruitment and use can be done dont on peut travailler sur la prévention et la protection, en regardant les signes avant-coureurs, les dangers. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle avait expliqué qu'au Mozambique, ils ont été capables, à travers cette initiative, d'identifier vraiment les facteurs de risque et les facteurs de protection. Et ils ont pu mettre en action des processus divers comme la formation, la défense, le renforcement des aptitudes pour les forces armées et aussi pour les soldats, les agents de la paix. Et donc, on voit ici le Nigeria. Bon, il y a ces deux différents contextes, évidemment, mais on voit des éléments communs quant à l'identification des facteurs de protection et de risque et aussi des techniques vraiment développées autour si on veut, la mitigation ou l'atténuement de recrutement des enfants. J'ai apprécié la promotion du dialogue intergénérationnel et la mise en œuvre, si on veut, d'une communication respectueuse entre générations. Et le fait que ça a eu un impact sur la baisse du recrutement. C'est intéressant. Alors, je vais quand même vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez regarder les questions des participants. Et je vais demander à Sandra s'il y avait quelques questions auxquelles nous pourrions répondre. Sinon, je vois qu'un bon nombre d'entre eux sont dans la fonction des questions-réponses. Nous pouvons continuer cette conversation sur les pratiques du CAFA et nous mettrons le lien dans quelques secondes. Sandra, est-ce qu'il y avait des questions pour nos panélistes? Oui, plusieurs questions. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions et donc nous continuerons cette conversation sur les pratiques comme peut-être une que nous pourrons adresser. Je crois que celle-là est pour Marianella. À quel niveau est-ce que les gouvernements vous sollicitent ou sollicitent vos revues, c'est-à-dire vos revues, justement? Let me do like a reverse explanation of what is our work. Je When vais vous you dire ask ce qu'est notre travail. Lorsque vous posez la question, on va aux communautés, on dit, qu'avez-vous besoin pour la protection quant au recrutement? Ils nous disent, on a besoin de sécurité. Nous avons besoin de sécurité mentale, physique, qui nous permettent d'exister. Quand vous êtes à ce niveau de base, il faut être capable de construire des relations avec eux, mais les outiller pour qu'eux-mêmes puissent adresser leur sujet. Il faut les autonomiser, les outiller. Dans notre institution, dans notre institut, c'est l'approche que nous avons. Par exemple, qui est dans les organisations ou qui sont les acteurs principaux pouvant conduire ces changements? Alors, ces forces importantes, ces grandes forces pour nous, font peut-être partie du problème, mais ces acteurs font aussi partie de la solution. Alors, le but de l'Institut, c'est vraiment de faire un lien avec tous ces acteurs, mais ça faisait partie aussi de la mission de l'ONU. Mais parce que la construction des relations entre acteurs ainsi que l'outillage, ou plutôt, oui, l'outillage des communautés est une priorité, nous mettons l'emphase là-dessus.
les relations que nous avons développées, les relations que nous avons développées avec la communauté étaient pour les outiller à développer des relations avec le gouvernement, qui est une communication. Dans nos actions initiales, nous avions développé un modèle qui nous permettait de prévoir, mais au-delà de la prédiction, nous pouvions également, du même coup, développer plus d'outils, avoir de meilleures connaissances, développer des partenariats avec des gouvernements, avec des universitaires, pour pouvoir trouver des aspects clés en relation avec la région que l'on aide. Nous n'avons pas un modèle abstrait qui peut, ou un gabarit qui peut être appliqué sur toutes les situations. Non. Nous travaillons et adaptons les choses à une région spécifique. Comment se faire? C'est en regardant les facteurs de cette communauté. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que les enfants sont recrutés? Nous avons commencé au Mozambique à développer l'engagement avec les acteurs principaux de ces régions. The other two panelists has been mentioned a couple things that are Les autres panélistes, je vais vous mentionner des choses qui sont de base pour nous. La construction de la confiance. Et renforcer la confiance est un principe de base de toute entreprise ayant du succès. Il faut. Comment se faire? Il faut mettre les enfants au devant. Toute personne qui veut travailler dans l'humanitaire, peu importe le pays, doit mettre l'enfant au centre des activités de protection. Thank you, Marinella. Sorry. No, I'm Voilà, sorry. non, merci Marinella. Non, je suis vraiment désolée d'avoir à vous couper. C'est juste que le temps est tellement limité, il nous reste 1 minute. Merci beaucoup, c'était quelque chose d'assez intéressant à entendre. Et j'aime la manière dont vous avez lié les autres contributions avec les vôtres. Malheureusement, faute de temps, je dois vous arrêter. Comme nous avons mentionné, nous aimerions que cette conversation continue. Nous voudrions vraiment que nos panélistes puissent répondre aux questions. J'ai regardé ici, si vous ne vous êtes pas inscrit pour les pratiques de la CAFA, vous pouvez voir le lien qui est dans le chat. Nous allons vous retrouver là-bas. Et dans les prochains jours, nos panélistes iront vérifier, regarder les questions qui leur sont posées pour y répondre. Oui, alors, juste pour vous dire, avant de fermer, évidemment, je vais remercier tous mes panélistes, mais aussi informer les panélistes que nous avons une autre session. Et celle-ci, elle est vouée à la manière dont on conduit nos activités de défense. Si vous êtes intéressé, nous allons mettre un lien dans le chat. Et c'est un petit atelier sur la défense locale de nos intérêts. Vous allez avoir des outils et des conseils. Vous devez vous inscrire à la réunion de l'Alliance et ensuite vous pourrez assister à la réunion qui sera mercredi le 14. Donc, je vais coller l'information dans le chat. Voilà, la mettre là. Vous pouvez y avoir accès. Merci. Et donc, merci beaucoup à tous nos panélistes aujourd'hui, Chiara, Marianella et Denis, évidemment. Denis, je suis désolée, le temps n'était pas propice à tout ce que vous vouliez dire. Je suis désolée. S'il y a des participants qui sont en ligne, vous pouvez nous faire un retour si vous voulez. Donc, vous allez y avoir un sondage qui apparaîtra à l'écran. Gather feedback on our webinar series. Thank you very much, everyone. Yes, we hope you enjoyed it and we hope to continue the conversation on the. On espère continuer cette conversation et on vous remercie d'être avec nous. Et une bonne journée à vous. Merci. Une bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, Marinella. Au revoir.
Sandra, merci. Merci beaucoup d'avoir aidé. C'est vraiment gentil. Au revoir. Thank you. A big thank you to the interpreters as well. Oh, ça fait plaisir. Bonjour. Bonne journée à vous. People are still responding to the polls. I will close the poll once people finish voting. Thanks, Manon.